Nécroscope par Brian Lumley. Dernière partie. C'était exactement comme Harry l'avait imaginé. Au-delà des portes de Möbius, il découvrit les ténèbres originelles elles-mêmes, ces ténèbres qui avaient existé avant le commencement de l'univers. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière, mais l'absence de tout. Il aurait pu se trouver au centre d'un trou noir, si ce n'est qu'un trou noir possède une force de gravitation énorme, et que cet endroit n'en avait pas. En un sens, c'était un niveau métaphysique de l'existence, et en même temps, ça ne l'était pas, car rien n'existait ici. C'était simplement un endroit, mais un endroit où Dieu n'avait pas encore prononcé ces mots merveilleux, que la lumière soit. C'était nulle part et partout, c'était à la fois central et externe. D'ici on pouvait aller n'importe où ou nulle part, pour toujours. Et ce serait bel et bien pour toujours, car dans ce milieu intemporel, rien ne vieillissait jamais, ni ne changeait, excepté par la force de la volonté. Harry Keough était donc un corps étranger, un atome non désiré dans l'œil du continuum de Möbius, et celui-ci devait essayer de le rejeter. Il sentait des forces sans matière agir sur lui en ce moment même, le pousser et tenter de le déloger de l'irréel pour le renvoyer dans le réel. Mais il ne devait en aucun cas se laisser bousculer. Il y avait certainement des portes qu'il pourrait évoquer, des milliards de portes menant à tous les lieux et à toutes les époques, mais il savait que la plupart de ces endroits et de ces espaces temporels seraient totalement mortels pour lui. Cela ne servirait à rien d'émerger, comme Möbius, dans une lointaine galaxie au plus profond de l'espace. Harry n'était pas uniquement un esprit, il était aussi fait de matière. Il n'avait aucune envie de geler, de frire, de fondre ou d'exploser. Alors le problème était le suivant. Quelle porte choisir? Le plongeon de Harry à travers la pierre tombale de Möbius pouvait l'avoir transporté 1 mètre plus loin ou à une année-lumière. Il pouvait être ici depuis 1 minute ou depuis 1 mois, quand tout à coup, il avait senti pour la première fois une traction hésitante d'une force autre que les forces de rejet de cette dimension de l'hyperespace-temps. Pas une traction, en fait plutôt une douce pression qui semblait vouloir le guider. Il avait déjà connu quelque chose de ce genre quand il essayait de trouver sa mère sous la glace et qu'il était arrivé au trou d'eau où elle reposait, sous la berge, en surplomb. Cela ne semblait contenir aucune menace, en tout cas. Harry l'accompagna, la suivit et sentit qu'elle s'intensifiait. Il s'orientait vers elle comme un aveugle vers une voie amicale, ou comme un papillon vers la flamme d'une bougie. Non, car son intuition lui disait que quoi qu'elle puisse être, elle ne représentait aucun danger. Toujours plus puissante, la force le guidait sur ce courant d'espace-temps parallèle, et comme on aperçoit une lumière au bout d'un tunnel, il percevait le chemin devant lui et avançait de son plein gré dans cette direction. « Bien, très bien. Viens vers moi, Harry Keough. Viens vers moi. » C'était une voix de femme, mais elle contenait peu de chaleur. Ténue, elle était plaintive comme le vent dans le cimetière de Leipzig, et était aussi ancienne que la nuit des temps. « Qui êtes-vous »« Une amie, » lui répondit la voix, plus forte à présent. Harry continua à se diriger vers la voix qui lui parlait dans sa tête. Il avança, toujours dans sa direction, et se retrouva face à face avec une porte de Möbius. Il tendit la main, mais hésita. « Comment puis-je savoir que vous êtes une amie? Comment être sûr que je peux vous faire confiance ?» J'ai posé la même question autrefois, car moi aussi je n'avais aucun moyen de le savoir. Mais j'ai fait confiance. Harry ordonna à la porte de s'ouvrir et il la franchit. Tendu dans son plongeon d'origine, il se retrouva suspendu à environ 10 cm au-dessus du sol et tomba. Puis il s'agrippa à la terre et l'étreignit. La voix dans sa tête gloussa. « Là, tu vois? Je suis bien une amie. » Pris de vertige et saisi de haut le cœur, Harry ôta petit à petit ses doigts de la terre meuble et sèche. Il leva légèrement la tête et regarda autour de lui. La lumière et les couleurs heurtèrent sa vision chancelante, lui assénant presque des coups véritables. Lumière et chaleur. Ce fut la première impression qui lui parvint vraiment, et il faisait très chaud. Le sol était chaud sous son corps étendu, le soleil anormalement chaud sur sa nuque et ses mains. Où était-il donc? Était-il seulement sur Terre? Lentement, et toujours pris de vertige, il s'assit. Progressivement, tandis qu'il sentait l'effet de la pesanteur, les choses s'arrêtèrent de tourner, et il poussa un ouf de soulagement.
Harry n'avait pas beaucoup voyagé, sinon il aurait immédiatement compris qu'il se trouvait dans un paysage méditerranéen. Le sol était brun, jaunâtre et veiné de sable. Les plantes étaient celles de la brousse. L'ardeur du soleil en janvier lui indiquait qu'il se trouvait à proximité de l'équateur. À l'évidence, il en était plus proche que lorsqu'il se trouvait à Leipzig. Peut-être se trouvait-il à des milliers de kilomètres de la ville allemande. Au loin, une chaîne de montagnes dressait ses sommets bas vers le ciel. Plus près, il y avait des ruines, des murs blancs éboulés et des monticules de moellons. Et au-dessus de lui, 2 chasseurs à réaction, semblables à des dards d'argent sur le bleu du ciel, laissèrent des traînées de vapeur comme ils filaient rapidement vers l'horizon. Leur grondement parvint jusqu'à lui, assourdi par la distance. Harry respira plus facilement et regarda de nouveau vers les ruines. Le Moyen-Orient, probablement. Sans doute un ancien village victime du grand dessein de la nature, et il se demanda de nouveau où il était. À Endor. C'était son nom du temps où il en avait un. C'était mon village. Endor. Cela lui rappelait quelque chose. L'Endor biblique. L'endroit où Saul avait passé la nuit avant de mourir sur les pentes de Gelboé, où il était venu voir une sorcière. C'est ainsi qu'on m'appelait, oui. La sorcière d'Endor. Mais c'était il y a longtemps, très longtemps, et il y a eu toutes sortes de sorcières. Grand était mon don, mais à présent un don plus grand encore est apparu dans le monde. Dans mon long sommeil, j'ai entendu parler de lui, de ce puissant magicien, et les rumeurs étaient telles qu'elles m'ont réveillé. Les morts l'appellent leur ami, et il y a ceux parmi les vivants qui le craignent beaucoup. En vérité, j'ai désiré parler avec lui, qui est déjà une légende parmi les légions des tombes. Et voyez, je l'ai appelé, et il est venu à moi. Et son nom est Harry Keof. Harry regarda la terre où il était assis. Il posa ses mains à la surface du sol et appuya dessus. Quand il les leva, elles étaient couvertes de poussière, totalement sèches. « Vous êtes ici ?» « Je fais partie de la poussière du monde. Ma poussière est ici. » Harry hocha la tête. 2000 ans. Cela représentait un sacré bout de temps. « Pourquoi m'avez-vous aidé ? Tu voudrais que je sois damné pour toujours par l'ensemble des morts ? Pourquoi t'ai-je aidé ? Parce qu'ils me l'avaient demandé, tous. Ta renommée te précède, Harry. Sauf celui-là, m'ont-ils supplié, car il est aimé de nous. » Harry hocha la tête à nouveau. « Ma mère. Ta mère parmi d'autres. Elle est ton principal avocat, certes, mais les morts sont nombreux. Elle a plaidé en ta faveur, oui, et des milliers d'autres avec elle. » Harry fut stupéfait. « Je n'en connais pas des milliers. J'en connais une douzaine, 2 douzaines, tout au plus. » Elle émit un nouveau gloussement, long, sec et sans joie. « Mais eux te connaissent. Et comment pourrais-je ignorer mes frères et sœurs dans la terre ? Vous souhaitez m'aider ? Vous savez ce que je dois faire ? D'autres me l'ont appris, oui. Alors apportez-moi toute l'aide que vous pouvez, si vous le pouvez. En toute franchise, je ne voudrais pas paraître ingrat, mais je ne vois pas très bien ce que vous pouvez faire. Vraiment ? Mais j'ai maîtrisé certains des pouvoirs que tu possèdes aujourd'hui, il y a 2000 ans. Aurait-on oublié mes arts ? Un roi est venu me demander son aide, Harry Keof. Saul. Cela ne lui a pas servi à grand-chose, fit observer Harry, mais sans aucune méchanceté. Il m'avait demandé de lui montrer son avenir, et je lui ai montré. Et vous pouvez me montrer le mien ? Ton avenir ? J'ai déjà regardé ton avenir, Harry, mais ne me demande pas de te le révéler. Il est donc si mauvais ? Des actions doivent être accomplies et des torts réparés. Si je te montrais ce qui sera, cela ne te rendrait pas plus fort pour la tâche qui t'attend. Comme Saul, peut-être t'évanouirais-tu, toi aussi. Je vais perdre. Harry sentit son cœur se serrer. Tu perdras quelque chose de toi. Cela ne me plaît pas beaucoup. Vous ne pouvez pas m'en dire plus. Non. Alors vous m'aiderez peut-être pour la dimension de Möbius. Comment puis-je trouver ma route ? J'ignore ce que j'aurais fait si vous ne m'aviez pas aidé pour m'en sortir. Mais je ne sais rien de ceci. Je t'ai appelé et tu m'as entendu. Pourquoi ne pas laisser ceux qui t'aiment te guider à leur tour ? Était-ce possible ? Oui, ça l'était probablement, pensa Harry. C'est un début. Je vais essayer. Comment pouvez-vous m'aider, sinon ? Pour le roi Saul, j'ai évoqué Samuel. Mais en ce moment, certains désirent également te parler.
Laisse-moi être leur intermédiaire. Il me semble que je peux parler aux morts tout seul, non? Pas à ces trois-là, car tu ne les connais pas. Très bien. Mettez-moi en communication avec eux. Harry Keough, chuchota alors une nouvelle voix dans sa tête. Une voix douce qui démentait la cruauté de jadis de son propriétaire. Je vous ai vu une fois, et vous m'avez vu. Mon nom est Max Batou. Harry eut un hoquet de surprise et cracha de dégoût sur le sable. Max Batou, vous n'êtes pas mon ami. Vous avez tué Keenan Gormley. Mais vous êtes mort. Je ne comprends pas. Ragozani m'a tué. Il l'a fait pour me voler mon don avec sa nécromancie. Il m'a tranché la gorge, m'a éventré et a laissé mon corps pourrir. Maintenant, il possède le mauvais œil. Je ne prétends pas être votre ami, Harry Keough, mais je suis encore moins le sien. Je vous dis cela parce que cela pourra vous aider à le tuer avant qu'il vous tue. C'est ma vengeance. Et comme la voix de Max Batou s'estompait, une autre la remplaça. Mon nom est Tibor Ferenczi. J'aurais pu vivre pour toujours. J'étais un vampire, Harry Keough. Mais Ragozani m'a détruit. J'étais un mort-vivant, et maintenant je suis simplement un mort. Un vampire. Le mot avait surgi dans le jeu d'association d'idées auquel avaient joué Gormley et Kyle. Kyle avait vu un vampire dans l'avenir de Harry. Cependant, je ne peux guère condamner Ragozani parce qu'il a tué un vampire. Je ne veux pas que vous le condamniez. Je veux que vous le tuiez. Je veux voir ce chien de nécromancien, ce menteur, ce tricheur, ce bâtard mort. Définitivement mort. Comme je le suis. Et je sais qu'il mourra. Je sais que vous le tuerez. Mais seulement grâce à mon aide. Seulement si vous faites un marché avec moi. Surtout pas, Harry. Satan lui-même n'est pas de taille face à un vampire quand il s'agit de mensonges et de fourberies. Le jeune homme comprit l'avertissement. Pas de marché. Mais ce que je demande est une si petite chose. Laquelle? Seulement la promesse que vous me parlerez de temps en temps, une fois en passant, quand vous en aurez le temps. Car personne n'est aussi seul que moi en ce moment, Harry Keough. Entendu. Je vous le promets. L'ex-vampire poussa un soupir de soulagement. Parfait. Je sais à présent pourquoi les morts vous aiment. Maintenant, sachez ceci, Harry. Ragozani abrite un vampire en lui. La créature est encore immature, mais elle grandit très vite et apprend encore plus vite. Et savez-vous comment on tue un vampire? Avec un pieu en bois? Cela ne sert qu'à l'immobiliser. On doit ensuite lui trancher la tête. Je m'en souviendrai, acquiesça Harry en humectant nerveusement ses lèvres sèches. Et souvenez-vous également de votre promesse, dit Tibor, tandis que sa voix s'estompait et disparaissait. Durant un moment, plus aucune voix ne parla, et Harry en profita pour réfléchir à la nature terrifiante de la créature qu'il allait affronter. Puis, brisant le silence, la voix du troisième et dernier informateur s'adressa à lui. Harry Keough. Vous ne me connaissez pas, mais Sir Keenan Gormley, vous avez peut-être parlé de moi. Mon nom était Grégor Borovitz. Maintenant, je ne suis plus. Ragozani m'a tué en utilisant le mauvais œil de Max Batou. Je suis mort dans la fleur de l'âge, assassiné par un traître. Vous voulez vous venger, vous aussi? Il n'avait donc pas d'amis, ce Ragozani, pas même un seul? Si, il en avait un. Moi. J'avais des projets pour lui, des grands projets. Ah, mais ce salopard avait les siens, et je n'en faisais pas partie. Il m'a tué pour me voler tout ce que je savais sur le service E, avant de contrôler ce que j'avais créé. Mais cela va encore plus loin. Je pense qu'il veut tout, littéralement tout ce qui existe. Et s'il continue de vivre, il pourrait bien finir par tout posséder. Pourrait? Harry sentit dans son esprit un grand frisson parcourir Borovitz. Vous comprenez, il n'en a pas encore terminé avec moi. Mon corps gît dans ma datcha où il l'a laissé, mais tôt ou tard il atterrira entre ses mains, et alors il me traitera comme il a traité Max Batou. Je ne veux pas de ça, Harry.
Je ne veux pas que cette petite ordure patauge dans mes tripes à la recherche de mes secrets. La voix transmit une partie du sentiment d'horreur qui l'habitait à Harry, mais le nécroscope ne pouvait néanmoins éprouver de la pitié pour Borowitz. Je comprends vos raisons, mais s'il ne vous avait pas tué, c'est moi qui m'en serais chargé. Si cela m'avait été possible. Pour ma mère, pour Keenan Gormley, pour tous ceux que vous avez fait, ou vous auriez fait, souffrir. Oui, bien sûr. Si vous l'aviez pu. J'étais un soldat avant de devenir un intrigant, Harry Keough. Je sais ce que c'est l'honneur, à la différence de Dragosani. C'est à cause de toutes ces choses que je veux vous aider. Je comprends. Comment pouvez-vous m'aider? Tout d'abord, je vais vous dire tout ce que je sais sur le château Bronnitzy. Son plan, son agencement, les gens qui y travaillent. Ensuite, je peux vous dire autre chose. Quelque chose dont vous pouvez tirer parti grâce à votre don spécial. J'ai dit que j'avais été un soldat, c'est la vérité, et ma connaissance de la guerre était sans égale. J'ai étudié l'histoire de la guerre depuis le commencement de l'humanité. J'ai examiné les guerres sur toute la surface de la Terre, et je connais à fond tous les anciens champs de bataille. Vous me demandez comment je peux vous aider. Bien, je vais vous le dire. Harry écouta, et lentement ses yeux étranges s'agrandirent, et un sourire sardonique apparut sur son visage. Jusque-là, il s'était senti fatigué et accablé, mais à présent, il était libéré d'un poids énorme. Il avait une chance, tout compte fait. Borowitz arriva à la fin de son exposé. Bon. Nous étions ennemis, mais je tiens néanmoins à vous remercier. Vous savez bien sûr que j'ai l'intention de détruire votre organisation en même temps que Dragosani. Ce ne pourra être pire que ce qu'il a détruit. De toute façon, je dois partir maintenant. Il y a quelqu'un d'autre que je veux retrouver, si cela m'est possible. Et sa voix s'estompa, puis disparut à son tour. Harry regarda le terrain accidenté tout autour de lui et vit que le soleil descendait à l'horizon. Des tourbillons de poussière couraient le long d'une crête. Des milans tournoyaient dans le ciel comme le soir approchait. Durant un long moment, tandis que les ombres s'allongeaient, il resta assis là, sur le sable et les cailloux, le menton appuyé sur ses mains, à réfléchir. Ils veulent tous m'aider. Parce que tu leur apportes l'espoir. Pendant des siècles, en fait, depuis le commencement des temps, les morts sont restés immobiles dans leur tombe sans rien pouvoir faire d'autre. Mais à présent, ils bougent, ils se cherchent, ils se parlent entre eux grâce à ce que tu leur as appris. Ils ont trouvé un champion. Demande-leur ce que tu veux, Harry, et ils t'obéiront. Harry se leva, jeta un regard autour de lui et sentit la fraîcheur du soir le gagner. Je ne vois aucune raison de rester ici plus longtemps. Quant à vous vieilles femmes, je ne sais pas comment vous remercier. J'ai toute la gratitude que je veux. Les légions de morts me remercient. Oui. Et il y en a certains à qui je désire parler en priorité. Pars, alors. L'avenir t'attend, comme il attend tous les hommes. Il ne dit plus rien, mais fit apparaître les portes de Möbius. En choisit une, et la franchit. Tout d'abord, il alla voir sa mère, trouvant son chemin sans aucune difficulté. Puis il rendit visite au sergent Graham Lane à Arden, et effectua un crochet d'une 50aine de mètres jusqu'à la tombe de James Gordon Annant. Ensuite, il alla au jardin de repos à Kensington, où les cendres de Keenan Gormley avaient été dispersées et où Gormley lui-même demeurait. Enfin, il se rendit à la datcha de Gregor Borowitz à Żuławka. Il resta moins d'un quart d'heure dans chaque endroit, à l'exception du dernier. C'était une chose de parler à des morts dans leur tombe, mais c'en était une autre de parler à un mort qui était assis là et vous regardait de ses yeux vitreux desquels dégoulinait du pu. En tout cas, quand Harry eut terminé, il était satisfait. Il connaissait son affaire, savait à présent qu'il pouvait maîtriser en toute sécurité les dédales du continuum de Möbius. Maintenant, il ne lui restait plus qu'un seul endroit où se rendre. Mais d'abord, il décrocha du mur un fusil de chasse à 2 coups et remplit ses 2 poches de cartouches trouvées dans un tiroir. Il était juste 18h30, heure européenne, quand il emprunta le ruban de Möbius pour aller de Żuławka au château Bronnitzy. En cours de route, il se rendit compte que quelqu'un d'autre l'accompagnait, qu'il n'était pas seul dans le continuum de Möbius. « Qui est là ?»« Juste un autre mort. De mon vivant, je lisais l'avenir, mais il a fallu que je meure pour comprendre et réaliser finalement toute l'étendue de mon don. Étrangement, dans ce qui est votre maintenant, je suis toujours en vie, mais je vais mourir bientôt. Je ne comprends pas. Je ne m'attendais pas à ce que vous compreniez tout de suite. Je suis là pour vous expliquer. Mon nom est Igor Vladi. Je travaillais pour Borowitz, et j'ai commis l'erreur de lire mon propre avenir, ma propre mort. Elle surviendra dans 2 jours dans votre monde réel, et elle résultera d'un ordre donné par Boris Dragosani.
Et une fois mort, je continuerai à explorer mon potentiel, ce que je faisais de mon vivant. Je le ferai encore mieux dans la mort. Si je le voulais, je pourrais lire dans le passé et dans le futur depuis le commencement jusqu'à la fin des temps, si tant est que le temps ait des limites. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. Tout ça fait partie intégrante du continuum de Möbius, une boucle qui s'enroule sans cesse et qui contient à la fois l'espace et le temps. Laissez-moi vous montrer. Et il montra à Harry les portes menant au futur et au passé. Harry se tint sur le seuil de chacune d'elles et contempla le temps qui avait été et le temps qui serait. Mais il ne comprenait pas ce qu'il voyait, car au-delà de la porte du temps à venir, ce n'était qu'un chaos de millions de lignes lumineuses bleues, et l'une d'elles partait de son propre être, franchissait la porte et s'étendait vers le futur. Son futur. De façon identique, au-delà de la porte du temps passé, la même ligne bleue sortait de lui et disparaissait vers le passé. Son passé, avec des millions d'autres. L'éclat bleu de tous ces fils de vie était si intense qu'il l'aveuglait presque. Mais aucune lumière ne part de vous. Pour quelle raison? C'est parce que ma lumière a été éteinte. À présent, je suis comme Möbius, un pur esprit. Et de même que l'espace n'a plus de secret pour lui, le temps n'en a plus pour moi. J'aimerais revoir ma ligne de vie. Et il se tint de nouveau sur le seuil de la porte du futur. Il scrutait la fournaise d'un bleu intense et aperçut sa ligne de vie qui scintillait en son sein, semblable à un ruban de néon, et vit distinctement l'endroit où elle s'infléchissait vers le temps futur. Mais alors même qu'il suivait sa trajectoire, la fin de sa ligne de vie apparut, et il eut l'impression que la lumière bleue qui symbolisait sa vie ne sortait plus de lui, mais y entrait. La ligne était avalée par lui tandis qu'il s'approchait de sa propre fin. Et à présent, cette fin était parfaitement visible. Elle se précipitait vers lui tel un météore surgi du futur. En hâte, et terrifié par l'inconnu, il s'écarta de la porte et se retrouva de nouveau dans les ténèbres. « Est-ce que je vais mourir? C'est ce que vous vouliez me dire? Me montrer ?» Oui. Et non. Harry était de nouveau perdu. Je suis sur le point de franchir une porte de Möbius qui mène au château Bronici. Si je dois mourir là-bas, j'aimerais le savoir. La sorcière d'Endor m'a dit que je perdrais quelque chose de moi. Je viens de voir la fin de ma ligne de vie. Apparemment, je n'en ai plus pour longtemps. En guise de réponse, il perçut un hochement de tête. Mais si vous utilisiez la porte du temps futur, vous pourriez continuer au-delà de la fin de votre ligne, là où elle recommence. Harry était déconcerté. Là où elle recommence? Êtes-vous en train de dire que je vais ressusciter? Il y a une autre ligne qui est également vous, Harry. Elle vit en ce moment même. Tout ce qu'il lui faut, c'est un esprit. Et Vladi expliqua ce qu'il entendait par là. Il avait lu le futur de Harry, exactement comme il avait lu celui de Boris Dragosani. À une différence près, alors que Harry avait un futur, Dragosani n'avait qu'un passé. Désormais, le jeune Keof avait toutes les réponses. Enfin. Je vous dois des remerciements. Vous ne me devez rien du tout. Mais vous êtes venu à moi juste à temps. Le temps est relatif. Ce qui sera, a été. Merci en tout cas. Et il franchit la porte qui menait au château de Bronici. À 18h31 exactement, la sonnerie stridente du téléphone de Dragosani retentit et le fit sursauter. Au dehors, il faisait sombre maintenant. Le ciel était noir. L'obscurité était accentuée par la neige qui tombait dru. Des projecteurs installés sur les murs extérieurs et sur les tours balayaient le terrain entre le complexe lui-même et le mur d'enceinte, comme ils le faisaient depuis que la nuit était tombée. Mais à présent, leur faisceau était réduit à de simples lambeaux de lumière grise, dont la pénétration médiocre était quasi insignifiante. Dragosani trouvait très fâcheux que la visibilité soit si réduite, mais les défenses du château ne dépendaient pas de la seule vue humaine. Des fils capteurs étaient disposés au dehors, les tout derniers systèmes électroniques de détection. Il y avait même une ceinture de mines antipersonnelles au-delà des casemates installées dans les bâtiments extérieurs. Pourtant, Dragosani ne se sentait pas véritablement en sécurité. Dans les prédictions d'Igor Vladi, toutes ces protections n'avaient visiblement servi à rien. En tout cas, l'appel ne venait pas des casemates ni du périmètre fortifié. Les hommes qui occupaient les positions défensives étaient tout équipés de radios portatives. Cet appel provenait soit de l'extérieur, soit d'un département à l'intérieur du château lui-même. Dragosani décrocha le combiné. « Oui, qu'est-ce que c'est ?» « Félix Krakovitch. Je suis en bas dans mon labo. Camarade Dragosani, il y a quelque chose. » Dragosani connaissait cet homme. C'était un voyant, un pronostiqueur de seconde importance. Son don était loin de valoir celui de Vladi,
Mais il ne fallait rien négliger, surtout cette nuit. Quelque chose. Soyez plus clair, Krakovitch. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, camarade. C'est juste que quelque chose arrive, quelque chose de terrifiant. Non, c'est ici. C'est ici en ce moment même. Qu'est-ce qui est ici? Où, ici? Dehors, dans la neige. Belov le perçoit lui aussi. Karl Belov était un télépathe, et un excellent télépathe de courte portée. Borovitz l'utilisait souvent dans des réceptions, dans les ambassades étrangères, le chargeant de capter tout ce qu'il pouvait dans l'esprit de ses hôtes. Belov est avec vous en ce moment? Passez-le-moi. Belov était asthmatique. Sa voix était toujours douce et oppressée, ses phrases invariablement courtes. À présent, elle l'était encore plus. Il a raison, camarade. Il y a un esprit dehors, un esprit très puissant. Keof. Ce devait être lui. Un seul. Les lèvres jadis sensibles de Dragosani se retroussèrent, laissant apparaître une bouche remplie de dagues blanches. Ses yeux rouges semblèrent briller de l'intérieur. Comment Keof était-il arrivé ici? Il n'aurait su le dire. Mais s'il était seul, c'était un homme mort. Et au diable les prédictions de ce traître de Vladi. À l'autre bout du fil, Belov cherchait de l'air, s'efforçait de trouver un moyen de s'exprimer clairement. « Eh bien !» Je ne suis pas sûr. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un, mais maintenant... Oui. Allez tous au diable, je suis entouré d'idiots ou quoi? Qu'est-ce que c'est, Belov? Qu'y a-t-il dehors? Le télépathe suffoqua, haleta au téléphone. Il appelle. Lui-même est une sorte de télépathe. Et il appelle. Qui? Vous? Dragosani fronça les sourcils, à la fois frustré et déconcerté. Dilatant ses narines, il renifla avec méfiance, anxiété, comme s'il voulait sentir la réponse dans l'air lui-même. Non, pas moi. Il en appelle d'autres. Mon Dieu, il commence à lui répondre. Qui lui répond? Mais qu'est-ce que vous avez, Belov? Est-ce qu'il y a des traîtres, ici au château? Il y eut un grand fracas à l'autre bout du fil, un gémissement et un bruit sourd. Puis ce fut Krakovitch qui prit le combiné. Il s'est évanoui, camarade. Quoi? Belov évanoui? Des lumières commencèrent à clignoter sur le tableau des indicatifs d'appel de la radio que Dragosani avait fait transporter ici depuis la cellule de contrôle de l'officier de permanence. Plusieurs hommes équipés de radios portatives essayaient de le joindre depuis les positions défensives. Dans l'antichambre, le secrétaire de Borovitz, Yul Galensky, assis nerveusement derrière son bureau, se crispait tandis qu'il entendait Dragosani tempêter. À ce moment-là, le nécromancien se mit à hurler. « Galensky! Vous êtes sourd? Venez tout de suite, j'ai besoin d'aide !» Au même instant, l'officier de permanence fit irruption dans la pièce. Il arrivait du palier de l'escalier central. Il tenait des armes dans ses bras, des pistolets mitrailleurs à canon court. Alors que Galensky commençait à se lever, il lui dit « Vous, ne bougez pas. J'y vais. » Sans prendre le temps de frapper, l'officier de permanence entra en trombe dans la pièce, s'arrêta net et poussa une exclamation en apercevant Dragosani penché sur le tableau de la radio où les lumières clignotaient. Dragosani avait ôté ses lunettes. Il grognait des sons inarticulés vers la radio et ressemblait plus à une bête au dos voûté, à moitié folle, qu'à un homme. Tout en regardant avec stupeur le visage du nécromancien, surtout ses yeux terrifiants, il laissa tomber une brassée d'armes dans un fauteuil. « Ne restez pas là planté comme un abruti !» grogna Dragosani. Il tendit une main gigantesque vers lui, saisit son épaule et la tira sans effort vers la radio. « Vous savez vous servir de ce satané truc ?»« Oui, Dragosani. Ils essaient de vous joindre. »« Ça, je le vois bien, imbécile. Trouvez ce qu'ils veulent, répondez-leur. » L'officier se pencha sur le bord d'une chaise métallique devant la radio. Il prit le combiné, appuya sur des commutateurs, puis il dit « Ici 0. Tous les indicatifs d'appel reçus. Terminé. » Les réponses arrivèrent, en une succession rapide, par ordre numérique. « Poste 1. Ok. Terminé. Poste 2. Ok. Terminé. Poste 3. Ok. Terminé. » Et ainsi de suite jusqu'au 15e poste d'appel. Les voix avaient un son métallique et il y avait des parasites sur la fréquence, mais toutes semblaient un peu trop aiguës et trahissaient un sentiment de panique à peine contrôlé. 0 à poste 1. Envoyez votre message. Terminé. Ici poste 1. Il y a des choses dehors dans la neige. Elles s'approchent de ma position.
Demande autorisation d'ouvrir le feu. Terminé. 0 à 1. Attendez, aboya l'officier. Il regarda Dragosani. Les yeux rouges du nécromancien étaient grands ouverts, semblables à des caillots de sang gelés sur son visage non humain. Non. Je veux d'abord savoir à quoi nous sommes confrontés. Dites-lui de ne pas tirer et de me décrire ce qu'il voit exactement. Le visage blême, l'officier acquiesça et transmit l'ordre de Dragosani, heureux de ne pas être coincé là-bas dans une casemate, au milieu de la neige. D'un autre côté, était-ce réellement pire que d'être coincé ici, avec ce fou de Dragosani? 0, ici 1. Elles s'avancent en demi-cercle dans la neige. Dans 1 minute, elles atteindront les mines, mais elles bougent si lentement. Là-bas, l'une d'elles a marché sur une mine. Elle a été réduite en miettes, mais les autres continuent à avancer. Elles sont très maigres, en haillons, elles ne font pas de bruit. Certaines ont des épées. 0 à 1. Vous les appelez continuellement des choses. Ce ne sont pas des hommes? L'agent du poste 1 oublia la procédure radio. Des hommes. Ce sont peut-être des hommes, ou du moins l'ont-ils été, autrefois. Je crois que je deviens fou. C'est incroyable. 0. Nous sommes seuls ici. Et ils sont très nombreux. Je demande l'autorisation d'ouvrir le feu, je vous en supplie, je dois me protéger. Une écume blanche commença à se former au coin de la bouche grande ouverte de Dragosani comme il regardait une carte murale et vérifiait la position de 1. C'était une casemate située directement en dessous de la tour du commandement, mais à 50 mètres du château lui-même. De temps en temps, alors que la neige tourbillonnait, il apercevait ses contours sombres et trapus par la fenêtre en saillie à l'épreuve des balles, mais toujours aucun signe des envahisseurs inconnus. Il scruta la neige de nouveau et vit à cet instant précis la lueur d'un feu orange jaillir et éclairer brièvement la silhouette du bâtiment. Et cette fois lui parvint le bruit sourd d'une explosion tandis qu'une autre mine sautait. L'officier le regarda, attendant ses instructions. « Dites-lui de d'écrire ces choses !» Avant que celui-ci puisse obéir, un nouvel appel arriva, et l'agent parla sans y avoir été invité. 0, ici 11. Va te faire foutre, 1. Ces salauds sont partout. Si nous n'ouvrons pas le feu maintenant, ils vont nous submerger. Vous voulez savoir ce qu'ils sont, je vais vous le dire, ce sont des morts. C'était donc ça. C'était ce que Dragosani avait redouté. Keof était ici sans aucun doute, et il rameutait les morts. Mais d'où venaient-ils? Feu à volonté. Dites-leur d'abattre ces salauds, quoi qu'ils puissent être. L'officier transmit ses ordres, mais déjà de tous côtés des explosions sourdes commençaient à retentir tout autour du château, ainsi que le crépitement sec des mitrailleuses. Les défenseurs avaient finalement pris cette initiative et avaient commencé à tirer quasiment à bout portant sur une armée de zombies qui avançait inexorablement à travers les tourbillons de neige. Grégor Borovitz n'avait pas menti. Il connaissait effectivement l'histoire des guerres et particulièrement celle qui s'était déroulée dans son pays natal. En 1579, la ville de Moscou avait été mise à sac par des Tartares venus de Crimée. Il y avait eu des disputes à propos de la répartition du butin. Un soi-disant Khan avait contesté l'autorité de ses supérieurs. Lui et sa bande de 300 cavaliers avaient alors été dépouillés de leur butin, destitués de leur rang, privés de la plupart de leurs armes et chassés de la ville. Tombé en disgrâce et pillant pour survivre, il s'était dirigé vers le sud. Des pluies torrentielles s'étaient abattues sur la région et il s'était embourbé dans un triangle marécageux de forêt où les rivières étaient sorties de leur lit. Un détachement russe, fort de 500 hommes, venait au secours de la ville assiégée, était arrivé sur eux au milieu du brouillard et de la pluie et les avait tous massacrés jusqu'au dernier. Leurs corps avaient disparu dans la boue et la fange, et on ne les avait jamais revus, jusqu'à maintenant. Harry n'avait pas eu à faire preuve de beaucoup de persuasion pour les convaincre de l'aider. En fait, ils avaient même semblé l'attendre, prêts à se libérer en un instant de la terre amère où ils reposaient depuis 400 ans. Os après os, lambeau de cuir après lambeau de cuir, ils s'étaient levés, certains tenant encore entre leurs mains leurs armes rouillées d'antan. Et sous le commandement de Harry, ils s'étaient mis en marche vers le château Bronitzy. Harry était sorti du continuum de Möbius pour se retrouver à l'intérieur des murs d'enceinte. Les défenses de ces murs regardant vers l'extérieur ne l'avaient pas vu, ni lui, ni son armée de morts terrifiantes. Qui plus est, le nid de mitrailleuses sur les murs extérieurs était pointé dans la mauvaise direction. Tout cela, associé à la nuit et à la neige, leur fournissait une excellente couverture. Puis il y avait eu les fils sensibles et d'autres dispositifs de détection d'intrus, et maintenant les champs de mines et le cercle intérieur des casemates camouflées. Pour Harry, aucun de ces obstacles ne représentait un gros problème.
Ce n'étaient même pas des obstacles, puisque par sa simple volonté, il pouvait tout simplement sortir de cet univers et y revenir un instant plus tard, dans n'importe quelle pièce du château où il choisirait de réapparaître. Mais il voulait voir tout d'abord comment ses forces de soutien se comportaient. Il voulait que les défenseurs du château soient entièrement occupés à défendre leur vie, et non celle de Boris Dragosani. Pour le moment, il était à plat ventre dans un creux, blotti derrière une chose d'os et de cuir sans tête qui, un instant plus tôt, marchait devant lui vers la casemate où se trouvait l'agent 1 et son mitrailleur, glapissant des cris inarticulés comme il regardait par les meurtrières et tirait de longues rafales sur les légions de morts qui avançaient lentement vers eux. Un grand nombre de recrues de l'armée de Harry, environ 150 morts, étaient sortis de la terre dans ce secteur, et les mines antipersonnelles avaient déjà prélevé un lourd tribut. En ce moment même, la casemate et ses mitrailleuses aux tirs saccadés portaient des coups terrifiants à son armée de revenants. Il décida de réduire au silence la casemate, cassa le fusil de chasse de Grégor Borovitz et glissa des cartouches dans les deux orifices. « Emmenez-moi avec vous », le supplia le Tartare qui l'abritait. « J'ai participé à la mise à sac d'une ville autrefois, et ceci n'est qu'un palais. » Sa tête avait été arrachée par un éclat de mine, mais cela ne semblait pas le gêner outre mesure. Il tenait toujours un énorme bouclier de bronze et de fer bosselé, fiché dans la terre froide, et debout dans la neige se servait de ses os du bouclier pour abriter Harry le mieux possible. « Non, il n'y a pas beaucoup de place là-dedans, et il faut que j'entre, et que j'en finisse rapidement. Mais j'accepte volontiers votre bouclier. » « Prenez-le. J'espère qu'il vous sera utile. » Une mine explosa quelque part sur la droite. Un instant, sa lueur changea en orange la neige qui tombait, et son grondement de tonnerre fit trembler la terre. À la faveur de cette brève lumière, Harry avait vu un demi-cercle de silhouettes squelettiques qui se rapprochaient en trébuchant de la forme sombre et trapue de la casemate. Les hommes à l'intérieur les virent également. Des balles de mitrailleuses transperçant un blindage sifflèrent dans l'air, déchiquetèrent les restes des Tartares et se rapprochèrent dangereusement de Harry. Certes, le vieux bouclier était lourd, mais il était rongé par la rouille et la pourriture. Harry savait qu'il n'arrêterait pas un tir direct. « Allez-y, maintenant !» Le pressa la chose morte comme elle se redressait péniblement sur ses pieds osseux et s'avançait en titubant sans tête. « Et tuez-en quelques-uns pour moi !» Harry plissa les yeux une dernière fois à travers les bourrasques de neige et enregistra dans son esprit l'emplacement de la casemate d'où étaient tirés les coups de feu, puis il roula sur le côté à travers une porte de Möbius et se retrouva à l'intérieur de l'abri. Pas le temps de réfléchir ici, et peu ou pas de place du tout pour bouger. Ce qui avait ressemblé de l'extérieur à une vieille étable était en fait un nid exigu de plaques d'acier et de blocs de béton, du métal gris ardoise et de bandes chargeurs luisantes. Une lumière grisâtre essayait d'entrer par les meurtrières utilisées pour le tir et l'observation, transformant l'intérieur de la casemate qui sentait la cordite et la sueur en un épais brouillard au sein duquel un et son mitrailleur toussaient et crachaient tout en s'activant furieusement et fébrilement. Harry émergea dans l'espace étroit derrière eux et laissa tomber le bouclier sur le sol bétonné comme il levait le fusil à deux coups. Les deux Russes entendirent le bouclier heurter bruyamment le sol et se retournèrent sur leur siège pivotant à dossier métallique. Ils aperçurent un jeune homme au visage pâle, vêtu d'un pardessus qui tenait un fusil de chasse dans ses mains. Ses yeux étaient deux points de lumière vive, au-dessus de narines pincées et d'une bouche réduite à une mince ligne menaçante. « Qui » s'exclama un. Il ressemblait à un étrange extraterrestre acerbe, effrayé, dans sa combinaison du château, avec son casque radio en guise d'antenne au-dessus de ses yeux aussi ronds que des boules de loto. « Comment » fit son mitrailleur tandis que ses doigts finissaient automatiquement d'engager une nouvelle bande chargeur dans la mitrailleuse. Puis, un fit mine de sortir un pistolet de son étui, et son mitrailleur se leva en jurant. Harry ne ressentit aucune pitié pour les deux hommes. C'était eux ou lui. Et il y en avait beaucoup d'autres comme eux prêts à les accueillir où ils iraient. Il appuya sur la double détente, une balle pour un, une autre pour son mitrailleur, et les précipita dans les bras de la mort. La puanteur du sang chaud se mélangea rapidement à l'odeur âcre de la cordite et au relent de sueur et de peur, faisant pleurer les yeux de Harry. Ce dernier cligna furieusement des paupières, rechargea rapidement le fusil, puis trouva une autre porte de Möbius. La casemate suivante était identique, ainsi que la troisième, 6 en tout, et toutes les mêmes. Harry les nettoya en moins de 2 minutes. Dans la dernière, quand tout fut terminé, il trouva l'esprit chaotique de l'un des défenseurs fraîchement tué et le calma. « C'est terminé pour vous à présent. Mais celui qui est la cause de tout ça est toujours en vie. Sans lui, ce soir, vous seriez chez vous avec votre famille, et moi aussi. Alors, où est Dragosani ?» Dans le bureau de Borovitz, dans la tour. Il en a fait la salle de commandement. Il a d'autres hommes avec lui.
Je m'y attendais. Merci. Ainsi donc, il ne restait qu'une seule chose à faire. Mais Harry se dit qu'il aurait besoin d'une petite aide. Il défilait l'évier de serrage qui maintenait la mitrailleuse sur son support pivotant, la souleva et la jeta sur le sol dur. Puis il la ramassa et la jeta sur le sol à nouveau. Après l'avoir projeté 3 ou 4 fois sur le béton, le fût en bois se brisa sur toute la longueur, ce qui permit à Harry de détacher un grand éclat et d'en faire un pieu, avec une base plate et une pointe acérée. Il chercha des cartouches dans ses poches et s'aperçut qu'il ne lui en restait plus qu'une. Il grinça des dents et l'inséra dans le fusil. Il devrait faire avec. Puis il ouvrit la porte de la casemate et sortit dans la neige tourbillonnante. Non loin de là, son apparence adoucie par la nuit et la neige qui tombait dru, le château était brillamment éclairé. Les faisceaux de ses projecteurs balayaient le sol dans un sens et dans l'autre, à la recherche de cibles. Néanmoins, la plus grande partie de l'armée de Harry, ce qu'il en restait, avait atteint les murs du château lui-même, d'où parvenait à présent sans interruption l'aboiement saccadé de mitrailleuses. Les derniers défenseurs essayaient de tuer des morts et constataient que ce n'était pas chose facile. Harry regarda autour de lui et aperçut un groupe de retardataires qui se dirigeaient lentement, courbés sous la neige, vers le bâtiment assiégé. Ils avaient des silhouettes étranges, ces hommes épouvantails décharnés qui passaient près de lui en produisant des craquements tandis qu'ils se mouvaient de façon monstrueuse. Mais la mort n'éveillait aucune peur chez Harry. Il arrêta 2 d'entre eux, une paire de cadavres momifiés, un peu moins ravagés que les autres, et tendit à l'un le pieu en bois dur. Pour Dragosani. L'autre tartare tenait un grand cimeterre rongé par la rouille. Harry se douta qu'il l'avait manié à son époque avec une rage dévastatrice. Et bien maintenant, en toute justice, il allait le manier de nouveau. Il désigna le sabre, hocha la tête et dit « Votre cimeterre sera également pour Dragosani, pour le vampire qui est en lui. » Puis il ouvrit une porte de Möbius et, guidant ses 2 compagnons flétris, la franchit. À l'intérieur du château Bronitzi, la confusion la plus totale régnait depuis le commencement. Le château avait été construit 230 ans auparavant sur un ancien champ de bataille. Le bâtiment lui-même était le mausolée d'une 12aine de guerriers tartares parmi les plus féroces, et les travaux de fortification avaient gardé le sol tourbeux sec, si bien que les corps qui avaient reposé là ressemblaient davantage à de véritables momies qu'à des cadavres sans chair. En outre, Dragosani avait donné l'ordre qu'on enlève les grandes dalles de pierre dans les caves et que l'on arrache les planchers pour chercher des éventuelles traces de sabotage. Ainsi, dès le premier appel de Harry, ces tartares réanimés n'avaient pas hésité un seul instant, s'extirpant de leur tombe séculaire en réponse à son commandement pour parcourir les couloirs, les laboratoires et les serres du château. Et partout où ils avaient trouvé des espers ou des défenseurs, ils les avaient massacrés, tout simplement. À présent, il ne restait plus que les positions fortifiées, les nids de mitrailleuses dans les murs même du château, ce qui ne laissait aux hommes de l'intérieur aucune issue, aucun moyen de s'échapper. On pouvait entrer dans les postes de mitrailleuses uniquement de l'intérieur du bâtiment. Il n'y avait pas de porte de long sur l'extérieur, pas de sortie. L'agent de l'un de ces postes pris au piège relata par radio à Dragosani ce qui se passait avec tous les détails sanglants, tandis que celui-ci fulminait et écumait de rage dans la salle de commandement de sa tour. « Camarade, c'est de la démence. De la démence !» J'ai mis la voix dans la radio de contrôle de Dragosani, bloquant tous les autres appels, s'il en restait. « Ce sont des zombies. Des morts. Et comment pourrions-nous tuer des morts? Ils avancent. Mon mitrailleur les abat et les découpe en morceaux, et ensuite ce sont les morceaux qui avancent à leur tour. À l'extérieur, il y a un monticule de ces morceaux qui se tortillent, se contorsionnent et forment comme un mur contre le mur du château. Des troncs, des jambes, des bras, des mains, y compris les plus petits restes et les os sans chair. Ils vont bientôt s'engouffrer par les meurtrières, et ensuite... Dragosani grogna, ressemblant plus que jamais à un animal, et agita les poings vers la nuit et des bourrasques de neige au-delà de la fenêtre de la tour. « Keof, je sais que tu es là, Keof. Alors viens si tu dois venir et finissons-en. » « Ils sont aussi à l'intérieur du château. » sanglota la voix dans la radio. « Nous sommes pris au piège ici. Mon mitrailleur est devenu fou, il délire tout en continuant à tirer. J'ai bloqué la porte en acier, mais quelque chose n'arrête pas de frapper dessus pour essayer d'entrer. Je sais ce que c'est, car je l'ai vu. Cette chose a tendu à l'intérieur une griffe semblable à du cuir avant que je puisse refermer la porte sur son poignet. Et maintenant, c'est sa main qui a saisi ma jambe et essaie de me pénétrer à l'intérieur. Je la repousse du pied, mais elle revient toujours. Elle revient !» Et sa voix s'interrompit, remplacée par des parasites et un rire fêlé. En même temps que les sons inarticulés qui sortaient de la radio, Yul Galensky poussa un hurlement de terreur dans l'antichambre. « Les escaliers! Ils montent par les escaliers !»
Sa voix était aussi aiguë que celle d'un jouvenceau. Il n'avait aucune expérience du combat. C'était un employé de bureau, un secrétaire. Et de toute façon, qui avait l'expérience d'une telle chose? L'officier de permanence se tenait devant la fenêtre, le visage blême, tout tremblant. Il s'empara d'un pistolet mitrailleur et sortit en trombe dans l'antichambre où Galenski s'écartait de la porte qui donnait sur le palier. Au passage, il prit des grenades sur le bureau de Dragosani. Lui, au moins, c'est un homme, pensa le nécromancien, à contre-cœur. Puis lui parvint le glapissement horrifié de l'officier, ses jurons, les rafales de son pistolet mitrailleur et finalement l'explosion retentissante des grenades qu'il avait dégoupillées et lancées dans l'escalier. Et suivant immédiatement le tonnerre des explosifs, le dernier message du poste non identifié. « Non, non, Sainte Mère de Dieu, mon mitrailleur s'est tiré une balle dans la tête et maintenant ils entrent par les meurtrières. Des mains sans bras, des têtes sans corps. Je crois que je vais suivre l'exemple de mon mitrailleur car il est libéré de tout ça maintenant. Mais ces restes, ils rampent parmi les grenades. Non, arrêtez ça !» Puis Dragosani reconnut le bruit caractéristique d'une grenade que l'on découpille. Entendit d'autres cris, de sons inarticulés et des bruits de chaos. Et finalement, le crépitement des parasites suivit. Du silence. Brusquement, le château Brodizzi sembla très calme. C'était un calme qui ne pouvait pas durer. Comme l'officier revenait dans le bureau de Galenski depuis le palier où la fumée et l'odeur âcre de la cordite montaient en volute de l'escalier, Harry Keough et ses compagnons tartares émergèrent du continuum de Möbius. Ils apparurent dans l'antichambre, comme si quelqu'un les avait subitement allumés. L'officier entendit la plainte abjecte empreinte de terreur et d'incrédulité de Galenski, pivota en un demi-cercle et vit ce que le secrétaire avait vu. Un jeune homme au visage sévère, maculé de fumée, flanqué de momies de cuir et d'eau blanc luisant. Le simple fait de les voir ici, dans cette pièce avec lui, fut presque suffisant pour le paralyser et lui ôter tout courage. Mais pas tout à fait. La vie était précieuse. Les lèvres retroussées en un rictus de désespoir et de peur, l'officier marmonna quelque chose d'incompréhensible et leva son pistolet mitrailleur, avant d'être soulevé du sol et projeté sur le palier, son visage se changeant en une bouillie sanglante, comme Harry tirait sa dernière cartouche à bout portant. Un instant plus tard, les compagnons de Harry portaient leur attention sur Galenski, qui poussait des cris inarticulés et se blottissait dans un coin derrière son bureau, et Harry pénétrait dans ce qui avait été le sanctuaire de Grégor Borovitz. Dragosani, en train de lancer au loin la radio silencieuse, se retourna et l'aperçut. Ses grandes mâchoires s'ouvrirent sous l'effet de la surprise. Il pointa une main mal assurée dans sa direction et siffla comme un serpent. Ses yeux rouges flamboyèrent de colère. Durant un court instant, tous deux s'affrontèrent du regard. De grands changements étaient survenus chez les deux hommes, mais dans le cas de Dragosani, il aurait été plus juste de parler de métamorphose complète. Harry le reconnaissait, oui, mais dans d'autres circonstances, il en aurait été bien incapable. Quant à Harry lui-même, peu de choses subsistaient de sa personnalité ou de son identité précédente. Il avait hérité de nombreux dons et transcendait de toute évidence l'Homo sapiens. De fait, les deux hommes étaient des créatures étrangères et, durant cet instant suspendu, ils le comprirent. Puis, Dragosani vit le fusil que tenait Harry, mais il ne pouvait pas savoir que l'arme était déchargée. Sifflant sa haine et s'attendant à entendre d'un instant à l'autre le grondement de l'arme, il bondit vers le grand bureau en chef de Borovitz et s'empara d'un pistolet mitrailleur. Harry retourna le fusil, s'avança et porta un violent coup de crosse sur la tête et sur la nuque du nécromancien. Dragosani fut projeté en arrière et le pistolet mitrailleur tomba sur le sol moqueté. Il heurta le mur et resta là un instant, les bras écartés, puis se ramassa sur lui-même. Il vit à ce moment-là que le fusil de Harry était brisé à l'endroit où le feu rejoignait les canons et que les yeux de Harry scrutaient éperdument la pièce à la recherche d'une autre arme, qu'il avait l'avantage et n'avait pas besoin d'une arme fabriquée par des hommes pour mettre fin à cette affaire. Les cris inarticulés de Galenski dans l'antichambre cessèrent brusquement. Harry recula vers la porte entr'ouverte. Dragosani n'avait pas l'intention de le laisser partir. Il s'élança, le saisit par l'épaule et le tint à bout de bras sans le moindre effort, d'une seule main. Hypnotisé par la seule horreur du visage de Dragosani, Harry s'aperçut qu'il lui était impossible de détourner les yeux. Il haletait, se sentait écrasé par le pouvoir terrifiant de cette créature. « C'est ça. Ah, allez comme un chien, Harry Keough, et meurs comme un chien. » Et il éclata de rire, d'un rire qui ne ressemblait à rien de ce que Harry avait entendu jusqu'à présent. Continuant à tenir sa victime, le nécromancien se ramassa sur lui-même et ouvrit largement ses mâchoires. Des dents pointues dégoulinaient de bas avec quelque chose bougeait dans sa bouche distendue, qui n'était pas tout à fait une langue.
Son nez sembla s'aplatir sur son visage et se rider comme le museau d'une chauve-souris, et un œil écarlate se gonfla de façon hideuse tandis que l'autre se réduisait à une simple fente. Harry contemplait l'enfer et était incapable de détourner son regard. Sachant qu'il avait gagné, Dragosani lança finalement son trait d'horreur mentale. Mais soudain, la porte derrière Harry s'ouvrit violemment, libéra ce dernier de la prise du nécromancien. La porte le protégea comme il tombait sur le sol, tandis qu'au même moment, quelqu'un d'autre pénétrait dans la pièce en craquant et recevait de plein fouet la décharge de Dragosani. Celui-ci vit qui était entré, mais il était déjà trop tard, et il se souvint de la mise en garde de Max Batou. On ne doit jamais maudire les morts, car les morts ne peuvent pas mourir 2 fois. Le trait fut dévié, envoyé dans la direction de Dragosani lui-même. Dans l'histoire racontée par Batou, un homme avait été flétri et ratatiné par une telle décharge, mais dans le cas de Dragosani, ce ne fut pas aussi grave. Ou peut-être que cela fut pire. Il donna l'impression d'être saisi par le poing d'un géant et fut projeté à travers la pièce. Des os se brisèrent dans ses jambes comme elles heurtaient le bureau. Et il continua à tournoyer, emporté par son propre élan. Le mur l'arrêta de nouveau, mais cette fois il s'affaissa sur le sol, se redressant péniblement pour se mettre dans une position assise. Il hurlait continuellement, sa voix crissant comme une craie sur de l'ardoise. Ses jambes brisées remuaient mollement sur le sol, comme si elles étaient en caoutchouc, et il agitait les bras spasmodiquement, aveuglément, devant son visage. Aveuglément, oui, car c'était là que la décharge mentale l'avait frappé, aux yeux. Sortant de derrière la porte qui l'avait protégé, Harry aperçut le nécromancien assis là et poussa une exclamation. C'était comme si les yeux de Dragosani avaient explosé de l'intérieur. Ses orbites formaient des cratères sur son visage et des filaments de cartilage rouge vif pendaient sur ses joues. Harry comprit que c'était terminé et le choc de tout ce qui s'était passé le rattrapa. Saisi de nausée, il se détourna de Dragosani, vit ses acolytes qui attendaient. Finissez le travail. Et ils s'avancèrent d'un pas grinçant vers le monstre terrassé. Dragosani était complètement aveugle désormais, ainsi que le vampire en lui, qui avait vu avec ses yeux. La créature était peut-être immature, mais ses sens différents étaient suffisamment développés pour appréhender l'approche inexorable de l'oubli éternel. Elle perçut le pieu que tenait la serre momifiée, sut qu'une épée rouillée était brandie en ce moment même. Dragosani, une coquille détruite, n'était plus d'aucune utilité pour le vampire à présent. Et tel l'esprit maléfique qu'il était, il sortit de son hôte, comme si on l'avait exorcisé. Dragosani cessa de hurler, suffoqua, porta ses mains à sa gorge. De l'écume et du sang jaillirent comme ses mâchoires s'ouvraient et s'étiraient de manière surréaliste, et il commença à secouer frénétiquement sa tête monstrueuse d'un côté et de l'autre. Il fut pris de convulsions dans tout le corps, se mit à vibrer tandis que la douleur en lui dépassait même celle qu'il avait ressentie lorsque ses yeux avaient éclaté et que ses os s'étaient brisés. N'importe qui d'autre serait mort sur le champ, mais Dragosani n'était pas n'importe qui. Son cou se gonfla et son visage devint cramoisi puis bleu. Le vampire se retira de son cerveau, quitta les organes internes où il s'était lové, se détacha de ses nerfs et de son cordon médulaire. Il forma des barbillons, s'en servit pour se hisser, la tête la première, en haut de la colonne puis de la gorge de Dragosani, afin de sortir de lui. Répandant sur lui du sang et des mucosités, Dragosani toussa et cracha sans fin la créature sur sa poitrine, et elle se leva, là, une grosse sangsue, à la tête aplatie, qui se balançait, comme celle d'un cobra, de la couleur du sang de son hôte. À cet instant, le pieu s'abattit, transperça le corps palpitant du vampire et celui de Dragosani, enfoncé par des mains dont plusieurs petits os se détachèrent comme elles clouaient le monstre sur place. Un seul coup porté par le sabre du second tartare termina le travail, séparant la tête aplatie et répugnante du corps qui se tordait furieusement. Vidé, torturé, quasiment privé de raison, Dragosani gisait là, les bras ballants, et comme Harry disait, « Et maintenant, achevez-le ». La main parcourue de spasmes du nécromancien tâtonna puis trouva le pistolet mitrailleur qui était tombé quelques instants plus tôt sur la moquette. Quelque part dans son cerveau en feu, il avait reconnu la voix de Keof, et bien que sachant qu'il se mourrait, sa nature maléfique et vindicative reprit le dessus une dernière fois. Oui, il partait, mais il ne partirait pas seul. L'arme qu'il tenait dans ses mains sembla des pinces de crabe émit des crachotements, sembla s'enrayer brièvement, puis lâcha un flot continu de balles jusqu'à ce que le chargeur soit vidé. Peut-être une demi-seconde après qu'un vieux sabre tartare eut ouvert en deux, d'une oreille à l'autre, le crâne monstrueux de Dragosani. Quelle douleur! Une douleur aussi vive qu'une brûlure au fer rouge, puis la mort pour tous les deux. Presque coupé en deux, Harry trouva une porte de Möbius et bascula à travers elle.
Mais il était inutile d'emporter avec lui son corps disloqué. Cette page de son histoire était tournée maintenant. Seul l'esprit comptait. Et comme il entrait dans le continuum de Möbius, il tendit son esprit et guida celui du nécromancien, l'entraînant à sa suite. À présent, la douleur avait disparu pour tous les deux, et la première pensée de Dragosani fut « Où suis-je ?»« Là où je veux que tu sois », répondit Harry. Il trouva la porte qui donnait sur le temps passé et l'ouvrit. De l'esprit de Dragosani s'écoulait une lumière rouge ténue au milieu d'une ligne bleue. C'était la trace de son passé, infesté de vampires. « Suis-là », dit Harry. Et il poussa Dragosani à travers la porte. Tombant dans le passé, Dragosani s'agrippa à sa ligne de vie antérieure et fut entraîné en arrière, de plus en plus loin. Il ne pouvait pas lâcher cette ligne écarlate, même s'il l'avait voulu, car elle était lui. Harry observa la ligne rouge qui s'enroulait sur elle-même, emportant Dragosani avec elle, puis il chercha et trouva la porte donnant sur le futur. Quelque part là-bas, sa ligne de vie brisée continuait, recommençait, et tout ce qu'il devait faire maintenant, c'était la trouver. Et il se jeta dans l'infinité bleue de l'avenir. Alec Kyle regarda sa montre. Il était 16h15 et il était déjà en retard de 15 minutes pour son importante réunion gouvernementale. Mais le temps, bien que relatif, s'est écoulé très vite et Kyle se sentait déshydraté. Les feuilles de papier devant lui formaient à présent une liasse épaisse. Tout son corps était ankylosé et les muscles de sa main droite, de son poignet et de son bras lui donnaient l'impression de former des nœuds. Il était incapable d'écrire un mot de plus. « J'ai raté la réunion. » Ce fut à peine s'il reconnut sa propre voix. Les mots sortirent dans un croassement sec. Il essaya de rire, mais ne parvint qu'à tousser. « Je crois que j'ai également perdu quelques kilos. Je n'ai pas bougé de ce fauteuil depuis plus de 7 heures, mais cela a été le meilleur exercice physique que j'ai fait depuis des années. Mes vêtements flottent sur moi, et ils sentent la sueur. » Le spectre hocha la tête. « Je sais, et je suis désolé. J'ai mis votre corps et votre esprit à rude épreuve. Mais ne pensez-vous pas que cela en valait la peine ? Si cela en valait la peine, le service soviétique est détruit. Le sera, dans une semaine. Et vous me demandez si cela en valait la peine ? Et comment ? Mais j'ai raté la réunion. C'était important. Pas vraiment. De toute façon, vous ne l'avez pas raté. Ou plutôt, vous l'avez raté, mais pas moi. » Kyle fronça les sourcils et secoua la tête. « Je ne comprends pas. »« Le temps est relatif. »« Ça va, j'ai compris. » Le spectre sourit. « Il y a une porte pour tous les temps, là-bas sur le ruban de Möbius. Je suis ici, mais je suis également là-bas. Ils vous en ont peut-être fait voir des durs, mais pas moi. Le travail de Gormley, votre travail et le mien continuent. Vous obtiendrez toute l'aide dont vous avez besoin, et sans discussion. » Kyle ferma lentement la bouche, laissa son cerveau pris de vertige tournoyer un moment jusqu'à ce qu'il se stabilise. Il se sentait épuisé à présent, éreinté. « Je suppose que vous voulez partir maintenant ? Mais il y a encore une ou deux choses que j'aimerais vous demander. Enfin, je sais qui vous êtes, car vous ne pourriez être personne d'autre, mais... Où êtes-vous maintenant ? Je parle de votre maintenant. Quelle est votre base ? Où est-elle ? Est-ce que vous me parlez depuis le continuum de Möbius, ou bien à travers lui ? Harry, où êtes-vous ? À nouveau, le spectre afficha son sourire patient. Demandez plutôt, qui êtes-vous ? Je suis toujours Harry Keough Junior. Harry en resta bouche bée, une fois encore. Tout était là dans ses notes, mais cela ne s'était pas cristallisé jusqu'à maintenant. À présent, les pièces du puzzle s'assemblaient. Mais Brenda, je veux dire, votre femme, devait mourir. Sa mort était annoncée. Et comment quelqu'un peut-il modifier ou éviter le futur ? Vous-même avez montré que c'était impossible. Elle va mourir. Pendant l'accouchement. Elle va mourir. Mais les morts ne vont pas l'accepter. Les morts ne vont pas. La mort est un endroit au-delà du corps. Les morts ont leur propre existence. Certains le savaient, mais la plupart l'ignoraient. À présent, ils savent. Cela ne changera rien dans le monde des vivants, mais cela compte énormément pour les morts.
Ils comprennent également que la vie est précieuse. Ils le savent parce qu'ils l'ont perdue. Si Brenda meurt, ma vie sera également en danger. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas permettre. Ils me sont redevables. Vous comprenez? Ils ne l'accepteront pas. Vous voulez dire qu'ils vont lui redonner la vie? En un mot, oui. Alec, il y a des gens en talent exceptionnel dans le monde d'en bas. Il y en a des milliards. Il n'y a pas grand-chose qu'ils ne puissent pas faire s'ils le désirent vraiment. Quant à ma propre épitaphe, c'était simplement le fait de ma mère, trop protectrice et pessimiste. Ses contours se mirent à chatoyer, et la lumière en provenance des fenêtres sembla le traverser plus facilement. Et maintenant, je pense qu'il est temps que je... Attendez, s'il vous plaît. Juste une dernière chose. Mais je pensais avoir tout expliqué. Et même si ce n'est pas le cas, je suis sûr que vous allez filtrer tout. Je suis sûr que je le ferai. Du moins, je le pense. Tout excepté la raison de votre présence ici. Pourquoi avez-vous pris la peine de revenir et de me parler? C'est simple. Mon fils sera moi. Mais il aura sa propre personnalité, il sera lui-même. J'ignore dans quelle proportion mon véritable moi passera en lui, c'est tout. Il y aura des moments où nous aurons besoin de nous rappeler. Une chose est certaine cependant, ce sera un garçon très doué. Vous voulez que nous, le service, veillons sur lui, c'est cela? Exactement, répondit Harry Keough en commençant à s'estomper, sa silhouette brillant à présent d'une étrange lumière bleue, comme si elle était composée d'1 million de néons filaments ténus. Vous veillerez sur lui, jusqu'à ce qu'il soit prêt à veiller sur vous tous. Vous pensez que vous pouvez faire ça? Kyle contourna son bureau en trébuchant et tendit les bras vers la chose spectrale chatoyante qui disparaissait rapidement. Oh oui, nous pouvons faire ça. C'est tout ce que je demande. Et également que vous veilliez sur sa mère. Le châteaument bleu devint une brume qui se transforma brusquement en une seule ligne verticale, un tube de lumière bleue électrique, avant de se réduire à un seul point de feu bleu aveuglant à hauteur des yeux, et de s'éteindre. Kyle comprit que Keough était parti pour renaître. « Comptez sur nous, Harry !» cria-t-il d'une voix rauque, en sentant des larmes chaudes sur ses joues, et ne sachant pas pourquoi il pleurait. « Comptez sur nous, Harry. » Épilogue. Dragosani tomba dans le passé en suivant sa ligne de vie de vampire, mais il n'alla pas très loin. Malgré sa brièveté, ce voyage le laissa hébété et effrayé, mais à la fin il constata qu'il était de nouveau revêtu de chair, et bien plus encore. Un corps l'entourait, oui, et également un esprit autre que le sien. Il faisait partie de quelqu'un d'autre, et cet autre était également aveugle, ou enterré. Car en ce moment même, son hôte inconnu se démenait pour sortir d'une tombe peu profonde, pour quitter l'obscurité d'une nuit longue de plusieurs siècles, pour se libérer de l'emprisonnement cruel du sol. Il n'avait pas le temps de réfléchir à ce que cela signifiait, pas même le temps de signaler sa présence à l'autre. Dragosani se sentait étouffé, écrasé, une fois encore au bord de l'oubli. Il avait suffisamment connu la douleur et ne voulait plus souffrir. Il ajouta sa volonté à celle de son hôte et lutta pour atteindre la surface. Au-dessus de lui, la terre se craquela brusquement et s'ouvrit, et Dragosani et son hôte se dressèrent hors de leur tombeau. Des croûtes de terre tombèrent dans leur tête commune tandis qu'ils faisaient pivoter leur cou pour jeter un regard alentour. C'était la nuit, mais plus haut, aperçu entre les branches noueuses des arbres, des étoiles brillaient dans un ciel froid. Dragosani pouvait voir. Mais ne connaissait-il pas cet endroit? Quelqu'un se tenait là, dans l'obscurité, et le regardait, là où il était assis, à moitié prisonnier de la terre et à moitié libéré. La vue de Dragosani se précisa en même temps que celle de son hôte, et le choc qu'il ressentit alors eut l'effet d'un coup de masse sur son esprit encore chancelant. « Je peux te voir !» Il voyait, il comprenait, et la terreur surgit de nouveau dans la nuit des collines en forme de croix. Puis il vit une deuxième silhouette dans l'obscurité, une silhouette trapue dont la voix douce dit soudain « Hé, chose sortie de la terre !» Et un instant plus tard, ce fut le choc sourd de son carreau en bois de gaillac, comme celui-ci transperçait le corps de son hôte et restait coincé là. Puis Dragosani ajouta sa voix à celle de son hôte, effroyable, semblable à un sifflement strident, et essaya de retourner dans la terre. Mais il ne pouvait pas s'échapper, et il le savait.
Il ne parvenait pas à le croire. Cela ne pouvait pas se terminer de la sorte. « Attends !» croassa-t-il avec la voix de son hôte, comme la première silhouette s'approchait d'un pas mal assuré, tenant dans sa main quelque chose qui brillait dans la lumière des étoiles. « Tu ne vois donc pas ? C'est moi !» Mais l'autre Dragosani ne savait pas, ne pouvait pas comprendre, et il n'attendit pas. La faucille qu'il brandissait se changea soudain en une vague forme d'acier comme il l'abattait avec une force irrésistible sur sa cible. « Imbécile ! Pauvre imbécile !» hurla Ferenczi / Dragosani, dont la tête volait déjà en l'air. Et il comprit que cela n'était que l'une des nombreuses agonies, des nombreuses morts qui l'attendaient dans la boucle écarlate sans fin du ruban de Möbius. Cela s'était déjà produit, se produisait maintenant, se reproduirait, encore, et encore, et encore. Imbécile! De ses lèvres sanglantes qui crachaient des bulles, s'échappa dans un murmure ce dernier commentaire, ce dernier mot. Mais cette fois, il s'adressait à lui-même.